وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Après avoir fait ces 7 tours de la Kaaba dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, l'on a effectué le parcours de Safa et Marwa pour se rappeler le trajet de Hajara cherchant de l'eau pour son fils Ismaël. إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الله الكريم العظيم الرحمن لا إله إلا الله اللهم نجنا من النار سالمين ظالمين فرحين مستبشرين. الله أكبر الله أكبر. Le lendemain, l'on aura vécu un autre temps fort du séjour du président de la République à la Mecque. Il s'agit de sa rencontre avec le roi Abdallah, Maître Abdoulaye Wade, président en exercice de l'ECI, a à cette occasion rompu le jeûne avec le gardien des 2 saintes mosquées. Opportunité saisie par Maître Abdoulaye Wade et son hôte pour aborder divers sujets qui interpellent la Oumma islamique, des sujets qui nécessitent des réponses communes issues d'une large convergence de vues. Et cette entrevue qui aura duré 3 quarts d'heure a été de féconds moments d'échange, de dialogue et de concertation. Concertations qui se sont déroulées en 2 temps, d'abord en tête-à-tête, puis en entretien élargi. En plus des sujets ayant trait à la Oumma islamique, la coopération bilatérale entre le Royaume d'Arabie Saoudite et notre pays a été largement évoquée. Il s'agit de cette coopération exemplaire à plus d'un titre, coopération fondée sur une vieille tradition d'amitié et de fraternité. Et c'était là quelques moments non moins importants des 2 premiers jours de la Umrah du président de la République en Arabie Saoudite. Le président de la République en Arabie Saoudite, ici au Sénégal, la famille omarienne a célébré hier samedi la nuit de la destinée ou Laylatul Qadr. La cérémonie a eu pour cadre le domicile de Thierno Madani Tall à la Médina, occasion pour le chef religieux de prier pour un Sénégal de paix, Mamadou Sambambo. Récital de Coran et causerie religieuse. Ainsi, le serviteur de la famille omarienne a célébré la nuit du destin ou Laylatul Qadr. Du Coran pour commémorer l'inspiration et la révélation du texte sacré lui-même, cérémonie sobre mais symbolique. La causerie a elle porté sur l'essence même de l'islam, la voie de la droiture, de la paix, bref, la chance que constitue le fait d'être un musulman. Entouré de proches, de disciples et de quelques autorités, Thierno Madani Tall a rappelé les principes qui fondent l'action omarienne. Aussi a-t-il prié pour toutes les confréries et guides religieux du Sénégal. Il a également formulé des prières pour la stabilité du pays. De cette manière, Thierno Mountaga Tall célébrait le Laylatul Qadr. Et en procédant ainsi, Thierno Madani Tall perpétue une œuvre plus que cinquantenaire. Auparavant, le zikr du vendredi avait réuni plusieurs fidèles à la mosquée omarienne. La célébration du Laylatul Qadr a, comme chaque année,
coïncidé ici avec la fin de la nafila qui veut que les 114 sourates du Coran soient dites au cours du mois de Ramadan. C'est aussi une tradition de la famille de Cheikh Omar. Religion toujours, la cité Gadaye a inauguré vendredi sa première mosquée. L'édifice bâti par Feu Serigne Moustapha Sall va aider les populations dans la pratique quotidienne de leur religion. Avec une capacité de 400 places, la mosquée fait la fierté des habitants de la cité Gadaye et environ. Amadou Mokhtar Kassé. Dernier vendredi du Ramadan, la voix du muezzin a commencé à retentir dans la cité Gadaye. Cette cité résidentielle vient ainsi d'inaugurer sa première mosquée. Construite par Feu Serigne Moustapha Sall sur une parcelle offerte par le promoteur Mbaye Fall, cette mosquée vient contribuer à l'épanouissement des musulmans de cette cité récemment construite. La mosquée aujourd'hui est extrêmement importante au niveau de l'islam. Cette cité qui s'appelle Gadaye devait avoir comme principale infrastructure une mosquée. C'est pourquoi d'ailleurs quand aujourd'hui nous avons fait le plan de lotissement, nous avons prévu 1050 mètres pour la mosquée. Cette mosquée n'est pas seulement pour Gadaye. Si vous regardez à pratiquement 1 km aujourd'hui de rayon, il n'y a pratiquement pas une mosquée aussi grande que celle-là. La mosquée est très importante dans l'accomplissement spirituel du musulman. Elle est le lieu par excellence de prière et de rassemblement. Les populations n'auront plus à parcourir de longues distances pour faire leurs prières. Cette mosquée a la capacité de plus de 400 personnes. Elle représente, si tu veux, un point de ralliement pour tous les fidèles qui habitent les quartiers aux alentours. Cette mosquée vient en son heure et comble un vide. Mis sur pied pour administrer la mosquée, le comité de gestion compte bien prendre soin de cet édifice sacré. Nous avons la prétention de rassembler les gens de la cité pour gérer ensemble la mosquée. Comme vous le savez, une mosquée est gérée selon les prescriptions de l'islam. Nous allons essayer de nous conformer à ces prescriptions pour faire une bonne gestion islamique. Nous conseillons tous les gens de la cité pour essayer de faire de telle sorte que ce bijou qui nous a été offert par le regretté Serigne Moustapha Sall sera géré correctement selon les prescriptions de l'islam. La prière du vendredi a été dirigée par l'imam Serigne Ousmane Dia. Dans son sermon, il a rappelé l'obligation des musulmans de s'unir avant de déclarer que la mosquée appartenait à toute la communauté. Le comité de gestion a offert ce tableau à l'imam qui représente en même temps la famille du bienfaiteur, Feu Serigne Moustapha Sall. Sur un tout autre chapitre maintenant, le ministre des bassins de rétention, des lacs artificiels et de l'aquaculture vient d'effectuer une tournée dans les régions de Saint-Louis et Louga, et c'est dans le cadre de son programme de promotion de l'aquaculture. Sur place, Babacar Ndaw s'est inquiété de la situation des ouvrages réalisés par le gouvernement dans le nord du Sénégal. Aussi, des moyens supplémentaires ont été mis à la disposition des producteurs de Linguère. Maman Moussagna. Nous sommes à Peterki, dans le département de Linguère, exactement dans le site abritant le bassin multifonctionnel. Il a une capacité de production d'1,5 tonne de poissons par cycle. Le ministre des bassins de rétention, des écovillages, des lacs artificiels, de l'aquaculture, venu le visiter, est visiblement satisfait de son exploitation. Babacar Ndaw n'a pas manqué de le manifester au comité de gestion, qui, à son tour, a salué les nombreux efforts faits par le gouvernement pour réaliser l'ouvrage. Du centre, Monsieur le Président de la République. Ce bassin était un lac, mais aujourd'hui, nous constatons son importance avec la production des poissons. Vous ne pouvez pas imaginer l'importance de ce bassin. Seulement, nous voulons que son entretien soit permanent. Cela permettra aussi bien aux éleveurs qu'aux paysans d'en tirer profit. Le comité de gestion a ensuite présenté une partie de la récolte à la délégation. Pour une bonne prise en charge des produits, le ministre leur a offert du matériel. Cela aussi va vous servir pour une bonne gestion de la pêche ici, aussi bien pour les filets adaptés, mais aussi pour du matériel adéquat pour vous permettre de vous protéger, mais aussi de pouvoir mieux gérer la ressource. Deuxième étape de la tournée, Ross Béthio. C'est un élevage intensif qui se pratique ici. 5 étangs sont aménagés sur les lieux avec une qualité de production garantie.
Nous avons un objectif stratégique de 150 000 tonnes d'ici 2015. Je salue en tout cas leur engagement et leur initiative et l'accompagnement de la direction de l'ANA pour que véritablement nous puissions en arriver là. D'ici 6 mois, les gens verront qu'ils ont servi de modèle en tout cas pour un nouveau départ pour l'aquaculture au Sénégal et je pense que ce sera aussi un exemple pour l'Afrique. Avant de quitter la région nord, le ministre Babacar Ndao a inauguré la nouvelle agence nationale de l'aquaculture. Maman Moussa Niang, la taxe sur les appels téléphoniques entrants n'arrange pas les Sénégalais de la diaspora. Maître El Hadj Diouf, avocat de la Sonatel Dixit, est selon lui en lieu et place d'un décret présidentiel comme c'est le cas en ce moment. C'est une loi qui devrait être votée par l'Assemblée nationale. Maître El Hadj Diouf était face à la presse. Ibrahima Ndong. Quand un appel téléphonique venant de l'étranger entre au Sénégal, l'opérateur du client qui reçoit l'appel Sonatel, Tigo ou Expresso perçoit de la part de l'opérateur du client qui émet l'appel une rémunération appelée tarif ou taxe de terminaison. Cette définition sur les appels entrants a servi de préalable à cette conférence de presse. Devant les journalistes, l'avocat de la Société nationale des télécommunications s'est voulu clair. C'est une loi votée par l'Assemblée nationale qui devrait réglementer les appels entrants et non un décret présidentiel. Cette surtaxe, elle est illégale parce que c'est des impôts et des impôts doivent être votés par l'Assemblée nationale. On va de prendre un décret et dire vous allez payer tant. Elle est contraire au règlement international des télécommunications dont le Sénégal est signataire. Selon Maître El Hadj Diouf, cette décision n'est pas exempte d'effet car son application pourra influer sur les appels à l'intérieur du pays. Ça peut entraîner une augmentation des tarifs locaux. Parce que la réciprocité ne va pas tarder à s'appliquer. Parce que si on demande à l'étranger de payer plus cher pour téléphoner et joindre le Sénégal, mais les pays étrangers aussi vont nous demander, les opérateurs des pays étrangers vont aussi taxer et surtaxer pour que si les Sénégalais appellent aussi vers l'extérieur, qu'ils payent plus cher. C'est le principe de la réciprocité. Au-delà du manque à gagner considérable que cela va entraîner pour la Sonatel, Maître Diouf ajoute que cette hausse des appels extérieurs peut conduire les ressortissants sénégalais à s'adonner à des actes frauduleux. L'actualité hors de nos frontières, aux États-Unis, la tempête Irène continue d'effrayer les New-Yorkais. Toute la côte est balayée depuis hier par des vents violents accompagnés de pluie. Pas de transport, des commerces fermés, le courant suspendu en divers endroits et une dizaine de morts. Le bilan n'est pas reluisant, mais les dégâts auraient pu être plus importants. D'ailleurs, la météo est toujours pessimiste. Les New-Yorkais se sont réveillés dans une ville balayée par des vents violents et sous des pluies torrentielles dimanche. Pas de dégâts majeurs durant la nuit, mais les autorités craignent de fortes montées des eaux. C'est la première fois depuis un quart de siècle que New York est touché par un aussi gros ouragan. Le maire de la ville a pris des mesures sans précédent. Il a organisé l'évacuation de près de 310 000 habitants. Ce n'est plus le moment d'évacuer. Tout le monde doit maintenant rester à l'intérieur jusqu'à ce que les conditions climatiques s'améliorent. Quelques heures avant la tempête, tandis que certains habitants s'amusaient de ce phénomène exceptionnel, la ville qui ne dort jamais ressemblait à une ville morte. Plus tôt dans la journée, les transports avaient été coupés et tous les commerces fermés. C'est en Caroline du Nord que l'ouragan a touché terre pour la première fois samedi. Le passage d'Irène a fait au moins 9 morts sur la côte Est. 3 millions de personnes sont privées d'électricité. Après New York, l'ouragan a été rétrogradé en tempête tropicale qui devrait remonter vers Boston, puis le Canada. Sur l'international toujours, quelques jours après la chute de Tripoli aux mains des rebelles, la guerre dévoile ses horreurs. Un charnier vient d'être découvert dans une base que contrôlaient des forces loyalistes sous le commandement d'un des fils de Kadhafi. Une cinquantaine de corps à moitié calcinés ont été dénombrés. Sur le terrain, les insurgés se dirigent vers Sirte, fief du guide qui a perdu le nord. C'est désormais le drapeau des insurgés libyens qui flotte à l'entrée. La base, qui abritait des troupes d'élite commandées par Kamis, l'un des fils du colonel Kadhafi, est tombée samedi après 7 heures de combat. Des troupes d'élite, aucune trace, mais les rebelles découvrent une cinquantaine de corps. Certains ont les mains liées, d'autres sont calcinés. Selon les témoins, le massacre remonte à mardi, au début de l'offensive des rebelles contre Tripoli.
Lui s'en est sorti par miracle. Au moment de la rupture du jeûne, ils ont lancé des grenades sur nous. Ils nous ont tiré dessus avec des armes automatiques et toutes sortes d'armes. Il y avait beaucoup de morts et des blessés. Certains blessés ont été achevés.